du tribunal de première instance d'Abidjan. Alors, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Il s'agit aujourd'hui de parler de deux affaires qui étaient au rôle du tribunal criminel d'Abidjan pendant plusieurs semaines. Et hier, vous étiez tous dans la salle dédiée aux audiences du tribunal criminel. Deux décisions ont été rendues, principalement concernant M. Damana Adja Pikas et M. Banouakou Kwa Justin. Alors, s'agissant des deux affaires, je vous ai donc invité pour vous donner le maximum d'informations parce que le code de procédure pénale permet au procureur de la République de rendre public certains éléments des enquêtes qui ont été diligentées et qui ont abouti même à des décisions de justice. Donc, au stade actuel, nous ne sommes pas devant le magistrat instructeur. Mesdames et messieurs, s'agissant de l'affaire Damana Adja alias Pikas, dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, le 2e bataillon projectile d'Abobo était attaqué par plusieurs assaillants armés de fusils de type Kalachnikov. Les sentinelles, aidés de leurs collègues venus en renfort, organisaient la riposte et réussissaient à mettre en déroute les assaillants, dont 3 des nationalités libériennes étaient tués sur le coup et un autre du nom de Niepa Mani Valentin, un Ivoirien, décédé des suites de ses blessures à l'hôpital militaire d'Abidjan. Étaient également découverts sur la scène du crime divers armements et objets, dont un fusil de type Kalachnikov, 2 chargeurs garnis de 28 munitions, un passeport libérien, une carte nationale d'identité libérienne, un permis de conduire libérien, la somme de 106 000 francs CFA, un lot de fiches mentionnant un contrat de combat en Côte d'Ivoire pour une durée de 3 ans à la somme de 500 000 $ US. Et enfin, 3 nouvelles machettes. C'était les éléments qui ont été retrouvés sur la scène du crime à la suite de la déroute des assaillants. Les investigations menées à la suite de cette attaque aboutissaient à l'interpellation de 33 personnes. À la fin de l'enquête préliminaire et l'instruction au premier et second degré, les nommés Eni Jean-Claude alias Tchang ou Josué ou Caleb, Madou Zadi Guillaume alias Saint ou Frotomougou, Taï Kapé Carlos alias Koudou, Ladi Kipo et Damana Adja Pikas ont été renvoyés devant le tribunal criminel pour des faits d'atteinte à la défense nationale, complot contre l'autorité de l'État, participation à une activité mercenaire, association de malfaiteurs et détention d'armes et de munitions de guerre de la première catégorie. Il ressort de l'économie du dossier et des débats qui ont eu lieu qu'après l'échec de la désobéissance civile, ces personnes, avec la complicité de certains hommes politiques, des civils et des militaires répartis sur l'étendue du territoire national, ont décidé de poursuivre leur projet de déstabilisation en recrutant des mercenaires libériens contre rémunération, dont la mission était d'attaquer simultanément les camps militaires d'Abidjan et ceux de l'intérieur, notamment Ganoua, Daloa, San Pedro, Abengourou, Yamoussoukro et Dabou. L'attaque
du 2e bataillon projetable d'Abobo, il faut le noter, s'inscrivait dans ce schéma avec l'aide de la prophétesse Nienemplou Joséphine. Mesdames et messieurs, vous avez participé, vous avez assisté au débat durant plusieurs semaines. Les charges retenues contre M. Damana Adja Pikas et Iko Ladi sont les suivantes. Et il convient de préciser que M. Damana Adja alias Pikas a nié tous les faits qui lui sont reprochés. Or, il est constant comme résultant du dossier et des débats qu'il a donné son accord pour l'attaque du 2e bataillon projetable d'Abobo dans le but de s'approvisionner en armes. Il est également constant qu'il a rassuré la prophétesse Nienemplou Joséphine, basée au Libéria, de ce que le projet de l'attaque du 2e bataillon était soutenu par les responsables du parti, c'est-à-dire le FPI d'alors. Il est également constant que, fort de cela, cette dernière a joué un rôle important. Elle a donc procédé au recrutement des combattants libériens, à la fourniture des armes et à leur préparation mystique. Il est également constant, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'avant l'attaque, M. Damana Adja Pikas a hébergé Eni Jean-Claude, l'un des acteurs majeurs de cette procédure, à son domicile au Ghana. Et au cours de leurs échanges, il a désigné le nommé Kabri Kaza comme étant son interlocuteur pour la suite des opérations. M. Damana Pikas, au cours des débats, a reconnu avoir effectivement hébergé Eni Jean-Claude au Ghana à son domicile. Il a avoué à la barre également que le nommé Kabri Kaza est son proche collaborateur et son homme de confiance. Selon donc le mode opératoire qui avait été mis en place, Eni Jean-Claude ne devrait plus être en contact avec Damana Pikas, mais plutôt avec Kabri Kaza, à qui il devait rendre compte et recevoir la suite des instructions pour l'opération de l'attaque du 2e bataillon projetable d'Abobo. Pour illustrer cela, après l'échec de l'attaque, il a donc rendu compte à Kabri Kaza, qui lui a fait un transfert d'argent d'un montant de 50 000 francs, tout en lui demandant de quitter le pays, ce qu'il a d'ailleurs refusé au motif qu'il ne pouvait pas abandonner ses camarades. Voilà les éléments probants, discutés et retenus contre M. Damana Adja Pikas. Concernant Ladi Iko, celui-ci a contesté partiellement les faits, parce qu'il les avait reconnus avec détail lorsque nous étions à l'enquête préliminaire et par devant le juge d'instruction. Cependant, il ressort des éléments du dossier et des débats que M. Ladi Iko était présent aux différentes réunions dont l'objet était la déstabilisation du régime en place en sa qualité de président de la jeunesse du FPI de Yokubo. Il faisait partie de ceux qui avaient défini les bases de la collaboration entre les groupes subversifs, le tout sous la préparation mystique de la prophétesse Nienemplou Joséphine. M. Labo Iko a mis à la disposition des mercenaires un véhicule de type 4x4 qui devait servir à les transporter et transporter également certaines armes pour l'opération de l'attaque du 2e bataillon d'Abobo.
Voilà les éléments qui ont permis au procureur de la République de requérir la peine de 20 ans concernant ces deux accusés. Et concernant les autres qui ont été cités, à savoir Madou Zadi Guillaume, à savoir Madou Zadi Guillaume et Denis Jean-Claude. S'agissant de l'affaire Banouakou Kwa Justin, il faut noter que Banouakou Kwa Justin était à l'époque secrétaire général adjoint et porte-parole du Front populaire ivoirien, FPI d'alors. Il lui est reproché les faits de troubles à l'ordre public, d'attentats contre l'intégrité du territoire national et participation à un mouvement insurrectionnel. En effet, le lundi 14 septembre 2020, il a demandé aux militants et sympathisants de cette formation politique de se préparer psychologiquement et physiquement en vue de mener des actions violentes, éclatées, désordonnées, bouillantes et intenses sur toute l'étendue du territoire national pendant une période infinie si le Conseil constitutionnel rejetait la candidature de M. Laurent Gbagbo aux élections présidentielles de 2020. Suite au rejet de cette candidature et en exécution des mots d'ordre de M. Kwa Justin, des édifices publics et des biens privés ont été incendiés à Yopougon et à Bangolo. Interpellé donc le 15 septembre 2020 à Torogo, une information judiciaire a été ouverte contre lui et devant le magistrat instructeur, tout comme au cours des débats à l'audience, il a avoué être l'auteur des appels et des marches éclatées et violentes à la suite du rejet de la candidature de son leader, Laurent Gbagbo. Au regard de la gravité de ces faits invoqués dans ces deux procédures, le ministère public a donc requis 20 ans d'emprisonnement ferme, 10 millions d'amendes, 10 ans de privation des droits et 5 ans d'interdiction de paraître sauf leur lieu de naissance de chacun des accusés, notamment Damana Adja Pikas et Banouakou Kwa Justin. Vidant son délibéré, le tribunal a déclaré Damana Adja Pikas non coupable des faits de détention illégale d'armes et de munitions de guerre de la première catégorie. L'a acquitté de ce chef d'accusation pour délit non établi. En revanche, a déclaré Eni Jean-Claude alias Chan ou Josué ou encore Calais, Madou Zadi Guillaume alias Saint ou Frotomoukou, Taï Kapé Carlos alias Koudou et Labi Hippo, coupable des faits d'atteinte à la défense nationale, d'attentat contre l'autorité de l'État, de participation à une activité mercenaire et d'association de malfaiteurs. Et a déclaré également, comme je l'ai dit, Damana Adja Pikas coupable pour ces faits également. En répression, en leur accordant des circonstances atténuantes, a condamné Eni Jean-Claude, Chang ou Josué, ou encore Caleb Madou, Zadi Yadé Guillaume alias Saint ou Frotomougou, Taï Kapé Carlos alias Koudou,
à 5 ans d'emprisonnement d'une part, Damana Adia Pikas et Hippo Lagui à 10 ans d'emprisonnement d'autre part. A prononcé à l'encontre de Eni Jean-Claude, alias Chang ou Josué ou encore Caleb, Madi Zadi Guillaume, alias Protomougou ou Saint, Taï Kapé Carlos, alias Koudou, Lagui Hippo et Damana Adia Pikas, la privation de leurs droits prévus à l'article 68 du Code pénal dans les conditions prévues aux articles 70 et suivants du dit Code. Le tribunal a fait interdiction à Eni Jean-Claude, alias Chang ou Josué, ou encore Caleb, Madou Zadi Yadé Dior, alias Saint ou Frotomougou, Lagui Hippo, Taï Kapé Carlos alias et Damana Adia alias Pikas de paraître sur toute l'étendue du territoire national pour 5 ans à l'exception de leur département de naissance respectif, c'est-à-dire Abidjan pour Eni Jean-Claude et Damana Adia Pikas Daloa pour Madi Zadi Yadé Guillaume, alias Saint ou Frotomougou, Tabou pour Taï Kapé Carlos, alias Koudou, et Galoa pour Lagui Hippo. Le tribunal a également condamné Eni Jean-Claude, Madou Zadi Yadé Guillaume, Taï Kapé Carlos, Lagui Hippo et Damana Adia alias Pikas aux dépens de l'instance. S'agissant de Banouafou Kwa Justin, le tribunal a rejeté la demande de ses avocats tendant à écarter les enregistrements audio présents au dossier comme mal fondés. A déclaré Banouafou Kwa Justin coupable des faits de troubles à l'ordre public, d'attentat contre l'intégrité du territoire national et de participation à un mouvement insurrectionnel, en répression, en lui accordant des circonstances atténuantes, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme, a prononcé à son encontre la privation des droits prévus à l'article 68 du Code pénal, dont 10 ans dans les conditions prévues aux articles 70 et suivants du dit Code, et l'interdiction de paraître sur toute l'étendue du territoire national pour 5 ans, à l'exception du département de Korogo, son lieu de service, et du district d'Abidjan, son lieu de naissance. Le tribunal l'a également condamné au dépens. Mesdames et messieurs, je vous remercie. C'était là les propos liminaires. Merci, Monsieur le procureur de la République. Comme d'habitude, nous allons procéder maintenant à la série questions-réponses. Nous allons prendre 3 séries de 5 questions. Donc, le journaliste se présente, il présente l'organe de presse qu'il représente et il pose sa question au procureur. Donc, nous allons prendre les 5 premières questions. Le procureur répondra à ces questions-là et après on prendra les 5 autres si dernières. Monsieur le procureur, c'est bon? Oui, c'est bon. Je suis à leur disposition. D'accord. Bonjour, d'accord, ok. Vous disiez tout à l'heure que quand vous êtes dans l'affaire de la place. Présentez-vous, vous êtes Italiani pour Radio France Internationale. Dans l'affaire de Damana Pikas, j'ai vu qu'il était le financier de l'attaque du camp militaire de Bobo. Quelles sont les preuves dont vous disposez pour nous relier à cette attaque-là? Que répondez-vous aux
Attendez, je vais noter. Les preuves. Suivi de manière efficace en tant que financier de cette attaque. Oui. Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce que vous répondez à la position et aussi aux avocats de M. Damanakikas et de Justin Coy qui estiment que ce procès est purement politique, que les juges n'ont pas suivi votre décision au final, puisque vous avez demandé 20 ans finalement c'est 10 ans. Par rapport à ça, est-ce que vous avez des remarques à faire? Les avocats disent quoi? C'est un procès politique, le verdict est politique et la justice est sélective. Oui, la troisième c'était. Non, non. Ah, c'était ça. Ou bien on répond au fur et à mesure, ou bien on va prendre d'abord là, il y a déjà deux questions. D'accord. La troisième, on a deux autres. D'accord. Est-ce que monsieur le procureur? Oui. Jérôme Gris, le quotidien Le Nouveau Réveil. Votre nom, s'il vous plaît? Jérôme Gris, le quotidien Le Nouveau Réveil. Jérôme Gris. Oui, le quotidien Le Nouveau Réveil. Juste une préoccupation. Nouveau réveil, hein? À quoi répond ces condamnations sans mandat de dépôt? Parce qu'il y a plusieurs condamnations de 20 ans, 10 ans, il y a pas de mandat de dépôt. Est-ce que vous pouvez expliquer? Parce que le cours de prison n'a pas appris. Oui. Bonjour monsieur le procureur, je suis Jean-Mélène Biti. Jean-Mélène Biti. Mélène. Mélène Biti. Mélène Biti. Ok. Radio de la paix. Radio de la paix. Alors, président, moi, monsieur le procureur, la question que je voudrais poser, c'est sur la condamnation de Coy Justin, qui, vous dites, il a chauffé à bloc psychologiquement, physiquement et je dirais autrement pour pouvoir chauffer à bloc ces personnes-là qui certainement ont suivi son mot d'ordre, même si ce mot d'ordre n'était pas intentionnel, n'était pas établi dans les faits, qu'il a fait une déclaration publique. Alors, moi, ma question, qu'est-ce qu'il faut? Et je pense qu'à la base, vous avez dit quoi, Justin est tribun, il sait haranguer la foule, il sait parler à la foule. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce qu'il vaut la parole du président Henri Konan Bédié face à celle de Coy Justin? Parce qu'on lit cette parole de Coy Justin à ce qui s'est passé à l'Opouma à Bangolo, alors qu'on sait que c'est le président Henri Konan Bédié qui a lancé un mot d'ordre de désobéissance civile qui a dégénéré en trouble en Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur le procureur. Attendez. Oui. Je suis Daouda Boubali, je suis chroniqueur à l'AFCV. J'ai une seule question, et franchement, vous allez excuser ma candeur en matière, c'est que j'ai été surpris parce que tous les autres ont été condamnés pratiquement à 10 ans, mais il y a une seule personne qui a été condamnée à 5 ans. Or, apparemment, selon ce que l'avocat de M. Damanakikas a exprimé, c'est que cette personne a reconnu les faits devant vous et les autres n'ont pas reconnu les faits. Donc, ma question c'est de savoir, est-ce que vous avez négocié ou bien le prévenu qui a été à négocier, quand vous négociez, pour que lui puisse avoir 5 ans et les autres 6 ans? C'est juste ça ma seule question.
cinquième question. Monsieur le procureur, je pense qu'on a atteint nos 5 questions parce que Madame de R qui avait posé 2 questions. Ah, d'accord. Et on a pris 3 autres questions en plus. D'accord. Vous pouvez maintenant répondre à cette première série de questions. D'accord. Ok. On va aller à la première question. Madame Binta Diane, c'est ça, hein? Si j'écorche votre nom, je m'en excuse. Vous êtes RFI, vous avez souhaité avoir les preuves qui relient Damana en tant que financier de cette attaque. Et c'est comme ça que j'ai résumé. J'ai dit, cette enquête a commencé en 2021. 33 personnes ont été interpellées. Chacune de ces personnes a eu à faire des déclarations. Et à la fin, elles ont été déférées devant le procureur de la République qui a examiné le dossier et j'ai ouvert une information judiciaire. Et cette information judiciaire a été menée de concert avec les différents avocats. Et par la suite, le juge d'instruction a mis hors de cause plusieurs personnes et n'a retenu que les 5 personnes. Et la cause a été transmise au parquet général afin que cette affaire soit examinée à nouveau au niveau du 2e degré. Et c'est après l'examen de la cause au niveau du 2e degré qu'un arrêt de renvoi a été pris par la chambre d'instruction et a saisi maintenant le tribunal criminel. Ça veut dire que les éléments du dossier sont assez probants. Nous avons ici dans ce dossier un des accusés, et vous étiez là dans la salle, qui fait partie du cercle des grands combattants pour le compte de ce parti politique qu'est le FPI. Parce qu'il est militant FPI, hein, il est militant appartenant à ce qu'on appelle les bords babokouriens, il est militant GPP. Et c'est lui qui a décidé de mettre fin à cette spirale des tentatives de déstabilisation en donnant le maximum d'informations sur tout ce qui s'est préparé ou tout ce qui a été préparé et toutes les attaques qui ont eu lieu déjà contre les postes de police et de gendarmerie. Alors, M. Élie Jean-Claude a donc donné les éléments qu'il avait en sa position. Et c'est pour ça que j'ai dit les charges que nous avons retenues, c'est que c'est lui, au moins, qui a rencontré personnellement M. Damanan Picasse. Étant en exil au Ghana, ils se sont entretenus. Parce qu'il faut noter d'abord même qu'avant qu'il n'aille vers Damanan Picasse, lui, avec Madou Zadi, avec Iko Ladi et autres, ont décidé, après l'échec de la désobéissance civile, alors de continuer leur projet de déstabilisation. Et c'est comme ça que, comme ils ont l'habitude de travailler avec cette prophétesse Nyenemkou Joséphine, ils se sont rendus donc au Libéria pour obtenir le soutien de cette dame qui pourrait leur donner des mercenaires. Et cette dernière a dit qu'elle ne pouvait pas se mêler à cette attaque-là tant qu'elle n'a pas l'accord d'une haute personnalité du parti FPI. Et c'est comme ça qu'il a fait maintenant le voyage du Libéria au Ghana. Et il a été reçu par M. Damanan Picasse. M. Damanan Picasse a eu un entretien avec lui et ça a été dit à la barre. Tout le monde était là. Et c'est au cours de cet entretien qu'ils ont arrêté le mode opératoire, comment le financement devait être fait et comment le relais devait être établi entre lui et ceux qui doivent exécuter le projet de déstabilisation. Et c'est comme ça que M. Damanan Picasse a désigné Kakri Kaza
comme étant le porte-parole, son interface, c'est-à-dire son représentant pour le reste des opérations. Et c'est Catherine Kaza, Damana Pitas a dit à la barre devant vous-même et devant nous tous qu'effectivement ce monsieur existe. Il aurait pu dire qu'il ne le connaît pas. Il aurait pu dire, monsieur le procureur, je ne le connais pas. Mais il a été honnête, il dit, je connais Catherine Kaza, c'est mon homme de confiance et il est très proche de moi. Et je l'ai dit l'autre jour, où est Catherine Kaza? Et je lui ai dit, il sert. À l'heure là, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Et c'est Catherine Kaza qui a assuré le relais entre Eni Jean-Claude, les mercenaires, Madou Zabidio, pour mener les opérations. En fait, l'objectif n'était pas seulement, c'est pas l'attaque du deuxième bataillon d'Abobo qui allait renverser le régime, non. C'était pour pouvoir s'approvisionner en armes. Parce que ce qui était préparé, c'est qu'ils avaient déjà infiltré le camp. Ils avaient un interlocuteur qui leur avait donné toute l'assurance. Et c'est comme ça que malgré un nombre insuffisant, parce que tous les autres Libériens qui avaient été convoyés à Yopougon n'étaient pas sur le terrain, mais avec l'assurance qui a été donnée par le militaire qui a comparé à la barre et qui l'a confirmé, et qui leur avait donné l'assurance qu'il a convoqué beaucoup d'autres militaires qui sont prêts pour les soutenir. Donc dès les premiers coups de feu, ils allaient réagir pour neutraliser les autres, et puis ils allaient prendre possession de la poudrière, ça allait leur permettre d'avoir des armes. Mais malheureusement pour eux, ces militaires ont joué le jeu. Et c'est pour ça qu'ils ont engagé les premiers coups de feu. Malheureusement, la réponse a été fatale pour eux immédiatement et ils ne s'attendaient pas à ça. C'est pour ça qu'il y a eu cette déroute. Alors, pour revenir clairement à votre question, M. Damana Pitas a été cité par l'un des accusés qui est dans le milieu, dans le dispositif même de la lutte et dans les différents dossiers d'action subversive comme étant le financier. Mais attendez, pourquoi il va mettre en cause une personne innocente et puis lui-même il va s'accuser? C'est incongru. Donc, le premier élément de réponse, c'est qu'il a été cité et il allait encore plus loin pour nous qui avons lu tout le dossier durant des semaines et des semaines. Mais il a dit que M. Damana va dire qu'il était en exil, il vivait que des dons. Mais il dit, Monsieur le Président, ce n'est pas vrai. Il était approvisionné par le ministre Kodé Katina. Voilà. Et nous savons tout ce qui s'est passé au moment où Katina partait en exil au Ghana. Il a dit, et ça est dans le dossier, je n'invente pas. Alors donc, les éléments du dossier sont assez probants qui attestent que M. Damana Pitas était le financier. Et puis mieux, M. Damana Pitas a été cité dans plusieurs dossiers de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Mais on ne l'a pas poursuivi là-bas parce qu'on n'avait pas les éléments que nous trouvons assez probants. Mais ici, nous avons estimé qu'il y avait assez de détails qui nous permettaient de l'interpeller, de l'inculper, de le renvoyer devant le tribunal criminel. Et nous sommes fiers que le tribunal soit rentré dans une voie de condamnation. Quand vous dites que les avocats disent que c'est un procès politique, mais ça, c'est des sons auxquels nous sommes habitués. Je l'ai dit le jour où j'ai pris mes réquisitions. J'ai dit tout à l'heure, les contradicteurs vous diront que le dossier est vide. S'ils ne disent pas que le dossier est vide, ils vous diront que c'est un procès politique. Ici, les faits sont têtus. Les avocats ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur des faits. Ils sont obligés de s'accrocher à cette phrase que tous les avocats, lorsqu'ils n'ont pas d'autres arguments, essaient de brandir pour dire que c'est un procès politique. Non, je voudrais que ce soit noté de façon claire et définitive que nous n'avons pas poursuivi M. Damana Pitas en raison de sa qualité d'homme politique. Non, Damana Pitas a été poursuivi en raison des faits qui sont particulièrement graves qui lui sont reprochés. Donc ce n'est pas sa qualité d'homme politique. En plus, est-ce que la qualité d'homme politique constitue une immunité? Non. Donc les dossiers
le dossier qui était en notre possession, qu'on transporte dans une brouette pour aller à l'audience, parce qu'il y a assez de pièces et le dossier est assez fourni, ce qui nous a permis de dire clairement haut et fort que Damana Picasse était le principal financier de l'attaque du 2e bataillon d'Abobo. Deuxième question, M. Jérôme Ndri, du Nouveau Réveil. Vous dites à quoi répond à cette condamnation sans mandat de dépôt, à quoi ça répond? Mais j'ai dit, le ministère public que je représente, au regard des éléments que nous avions dans notre dossier, j'ai donc demandé au tribunal de bien vouloir me suivre dans les réquisitions en raison de la gravité des faits. C'est en cela que j'ai requis 20 années d'emprisonnement ferme. Mais le tribunal, dans son indépendance, a examiné les faits avec sa sagesse habituelle, a estimé, et là ce n'est pas à moi de porter des analyses sur la décision du tribunal qui a été rendu au nom du peuple de Côte d'Ivoire, mais nous a tous dit qu'il accorde des circonstances atténuantes et qu'il est déclaré coupable et en répression condamne M. Damana Picasse, Iko l'a dit, oui c'est ça, et à 20 ans d'emprisonnement, à 10 ans d'emprisonnement ferme, ainsi que toi Justin, naturellement. Mais quand vous dites pourquoi on n'a pas décerné le mandat de dépôt, mais une décision, et moi ils l'ont dit déjà hier, qu'ils exercent le droit de recours. Mais l'exécution de la décision a pas. Je suis respectueux de la décision. Ils vont exercer le droit de recours. Moi aussi, j'apprécie. Si je vais exercer le droit de recours, c'est la vie faire appel. Mais le délai d'appel, ça court toujours, c'est 20 jours. Donc, je suis là et je regarde. Mais, si le tribunal avait suivi certainement le parquet en décernant mandat de dépôt, en les condamnant à 20 ans, Monsieur Jean Mélène Biti, Radio de la Paix. Vous dites qu'est-ce qui vaut la parole de M. Poix, Justin, face à celle de Henri Conan Bédier. Je voudrais vous inviter à ne pas faire de l'amalgame comme les avocats le faisaient le jour de l'audience. Le procès concernant le dossier de la désobéissance civile existe et le dossier n'est pas encore clôturé. Et le cas de M. Poix, Justin, c'était un cas isolé. C'était le 14 septembre 2020, c'est-à-dire la date à laquelle le Conseil constitutionnel devait publier la liste des candidats autorisés à participer à l'élection présidentielle. C'est là où il a essayé de chauffer à bloc ses militants et sympathisants en leur demandant de se préparer physiquement, mentalement et de descendre dans les rues partout en Côte d'Ivoire sur une période infinie en créant le chaos. Et il n'a pas nié. On a posé les différentes questions. Que veut dire se préparer physiquement, de façon violente, de façon désordonnée? Vous étiez là, il a tenté d'éviter, mais pour finir, je ne fais que lire certains extraits de ses propres déclarations devant le juge d'instruction où lui-même il a détaillé et en présence de son avocat qui était dans la salle. Chez moi, le débat était clos. Alors donc, ici, il faut éviter de faire l'amalgame. Le dossier concernant la désobéissance civile existe bel et bien et je crois que ça va connaître un dénouement bientôt parce que nous étions actuellement à la première session du tribunal criminel qui vient de prendre, qui va être clôturé certainement aujourd'hui ou demain. Bon, on verra les dossiers qui seront inscrits, mais le dossier
Quoi Justin est différent du dossier que nous avons intitulé le dossier désobéissance civile 2020, où il figure certaines personnalités dont je ne vais pas citer ici, mais que vous connaissez. Nous avons M. Daouda, Live TV. Une seule personne, vous avez dit, sauf erreur de ma part, que c'est une seule personne qui a été condamnée à 5 ans et les autres à 10 ans. Si je peux résumer ainsi, je voudrais préciser que ceux qui ont été condamnés à 10 ans, il y a le dossier d'Amana Adja Pikas. Dans ce dossier, il y a Damana Adja Pikas qui a été condamné à 10 ans. Il y a Ipo Lagui qui a été condamné à 10 ans. Le juge a expliqué et son explication se trouve dans la décision. Maintenant, les autres, c'est-à-dire Eni Jean-Claude, qui lui-même a reconnu les faits, qui a donné les détails et comment a défini le mode opératoire. Il y a Taï Kapé, Carlos alias Koudou, et puis, oui, c'est ça, Eni Jean-Claude, Mazou Zadidio et Taï Kapé Carlos. Les 3 autres ont été condamnés à 5 années, mais pas une seule personne. Ça, la motivation, c'est le juge qui l'a donné. Sinon, nous, ministère public, on a estimé que tout le monde devait être sur le même pied d'égalité. Celui-là même qui est le donneur d'ordre, celui-là même qui a organisé de loin, celui-là même qui a financé, tout comme les agents exécutants ou ceux qui ont mené même l'action, le ministère public estime que cela doit avoir la même peine. Mais le juge a bien expliqué qu'il accorde de larges circonstances atténuantes, a décidé de frapper fort en ce qui concerne ceux-là même qui ont apporté le financement, et il a décidé que ceux qui étaient sur le terrain comme étant agents d'exécution ont été condamnés chacun à 5 années d'emprisonnement ferme avec les interdictions et les peines complémentaires qui ont été prononcées. Nous allons prendre, monsieur le procureur, la seconde série de 5 questions. Allez-y. Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Bénance Akar, journaliste du quotidien Leclerc. Monsieur le procureur, nous sommes à Bénance Akar. Oui. Journaliste du quotidien Leclerc. Monsieur le procureur, je disais que nous sommes à moins de 9 mois de la présidentielle. Merci. Les faits remontent à la présidentielle de 2020 pour le cas Quoi Justin pour l'attaque du camp militaire de l'autre 2021. Pourquoi le ministère public juge-t-il opportun de lancer, disons, la justice contre ces leaders politiques-là à moins de 9 mois de la présidentielle? Est-ce un message que vous souhaitez envoyer à l'attention de l'opposition ivoirienne pour lui dire à cette opposition-là que si vous vous amusez à faire quelque chose, nous sommes prêts à réagir vigoureusement? Voici donc ma préoccupation. Oui. Bonjour, monsieur le président. Oui. C'est Fanny de Alerte. Attendez, je vais bien noter sa question. Ok, oui, allez-y. J'ai 2 questions. Quelle garantie existe-t-il à assurer que cette affaire a été traitée dans le respect des principes de l'état de droit? On n'entend, eux-mêmes n'entendent pas. Quelle garantie? Quelle Garantie garantie
Quelle garantie existe-t-il existe-t-il assurer que cette affaire a été traitée dans le respect? Oui, traité dans le respect Des principes de l'état de droit. Des principes de l'état de droit et d'équité judiciaire. Mais votre nom c'était quoi? Épiphanie Boulier. Épiphanie. Boulier. De quel journal? Alerte. Ah, Alerte. Alerte Info. Parlez fort. Ou bien je vous intimide? Non. Je n'ai pas porté des touches. Voilà. Oui. Je suis Stéphane Beniwa. Stéphane Beniwa. Stéphane, voilà, oui. Du quotidien Le Jour Plus. Le Jour Plus. Oui. Monsieur le procureur, vous avez dit tantôt que les faits qui sont reprochés à Damana Pika sont des faits graves. Oui. Vous avez même dit que les faits sont têtus. Oui. Mais nous entendons en ville que l'initiative ou la poursuite a été motivée par une volonté de se venger, parce que Damana Pika, c'est celui qu'on a vu déchirer les résultats des élections présidentielles en 2020. Alors là aussi, que répondez-vous? Merci. Donc la question est dans, s'il vous plaît, attends, il va bien, voilà. La question c'est laquelle? Parce que c'est en même temps avec un commentaire. Donc, je dis que, en fait, vous avez dit que les faits qui sont reprochés à Damana sont des faits graves. Oui. Pendant ce temps, en ville, certains disent qu'il est poursuivi à la réalité parce qu'on veut se venger. Attends, alors doucement, on a tout le temps. D'accord. C'est mon dossier. Je suis vraiment, alors doucement. Mais certains disent oui, que la poursuite est motivée par une autre réalité. oui, laquelle? Celle de se venger de quelqu'un qu'on a vu en direct déchirer les résultats des présidentielles 2020 et qu'on n'a pas eu l'occasion de choper. Alors 2010, excusez-moi. On n'a pas eu l'occasion de choper jusque-là. Donc c'est en fait une autre opportunité, s'il vous plaît. Il a déchiré quoi? Les résultats des présidentielles 2010 à la CEI. Qui a même été l'un des fondements de la crise. Oui. Oui, d'accord, c'est bien noté maintenant. Oui. Bonjour monsieur le procureur. Oui. Je suis Simon Nessinou, journaliste à l'agence ivoirienne de presse, AIP. Simon Nessinou. Laissez-nous. Ok, laissez-nous. Laissez-nous ou bien laissez-nous? Laissez-nous. Ah. En réalité, c'est Nessimon. D'accord. Et c'est AIP. AIP. Ok. On y va. Vous avez dit que le dossier de la désobéissance civile existe. Oui. Pourtant, le cas Kwa Justin fait partie intégrante de la désobéissance civile et vous avez décidé de juger Kwa Justin. Maintenant, si vous réveillez le dossier de la désobéissance civile, est-ce que vous allez interpeller des personnes comme des personnalités comme Afim Guessan? Et quelle est l'opportunité de réveiller tous ces dossiers quand on sait que nous sommes à 8 mois de la présidentielle?
Fabrice, on connaît bien ta question. Ça vous a déjà décidé d'abord, je vais vous suivre aussi. Oui. Merci. Bonjour, monsieur le docteur. Oui. Au procès, Alassane Samou, pardon. Alassane Samou, pour Soir Info. Samou. C'est ça. Au procès, donc, vous disiez que le parquet voit ce qui se trame de lire. Nous savons ce qui se passe. Le parquet observe et le parquet agira avec l'énergie nécessaire. Est-ce que, à ce jour, vous avez des éléments qui vous font penser à d'éventuels projets justement de déstabilisation à quelques mois de la prochaine élection présidentielle? Et puis, si vous permettez, deuxième question, lorsque vous avez vécu 20 ans contre Kwa Justin, vous aviez dit que c'était pour que cela puisse servir d'exemple. Et cette mise en garde a été vue par certains acteurs de l'opposition notamment comme un avertissement pour taire toute contestation de l'opposition dans le cadre de cette présidentielle-là. Monsieur Vénance Aka, Inter, vous avez dit qu'à 9 mois de la prochaine élection présidentielle, nous sommes à 9 mois de la prochaine élection présidentielle, pourquoi le ministère public enrôle ces dossiers-là maintenant? Est-ce que c'est un signal fort qu'on veut donner à l'opposition? Je ne sais pas si j'ai pu bien résumer, c'est ça? Mais écoutez, je voudrais que vous avez vos stylos ou bien voilà, vos ordinateurs et portables, vous voulez que ce soit noté. Que le temps de la justice n'est pas le temps du politique. Oui, le temps de la justice n'est pas le temps des politiciens. Ce n'est pas les politiciens qui peuvent nous imposer un calendrier. Nous ne sommes pas dans l'arrêt politique. Ici, nous ne rentrons pas dans les considérations politiciennes. Je voudrais encore rappeler à votre bon souvenir que les faits qui sont reprochés à M. Damanan Picasse et autres, tout comme à M. Kwa Justin, sont des faits criminels. Ce ne sont pas des faits délictuels. Et ce sont des faits particulièrement graves. Et lorsqu'une infraction criminelle est commise, le procureur de la République a l'obligation d'ouvrir une information judiciaire. Et cette information judiciaire doit être menée dans un délai qui est imposé au juge d'instruction dans le code de procédure pénale avec des possibilités de prorogation. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, en Europe, vous ne verrez jamais un dossier criminel être instruit dans un délai de 12 mois ou de 24 mois. Ce n'est pas possible. C'est qu'on va survoler. J'ai dit tout à l'heure
que lorsque nous partons à l'audience, le dossier que j'ai appelé Damana Pitas est transporté dans une brouette. C'est-à-dire, je veux dire qu'il y a assez de pièces et le dossier est bien fourni. L'arrêt rendu par le juge, tout comme par la chambre d'instruction, au minimum 50 pages. Donc, l'instruction d'un dossier criminel obéit à toute une procédure prévue dans le code de procédure pénale qui doit être achevée par l'examen au second degré par la chambre d'instruction. Mais lorsque l'enquête, et je vous ai dit au départ qu'il y avait au moins 33 personnes, il faut les entendre, il faut faire les différentes réquisitions pour avoir les différentes réponses, les différentes réquisitions aux maisons téléphoniques, les différentes réquisitions à certaines banques pour avoir les différentes réponses. Et lorsque le juge d'instruction va finir, lorsque la chambre d'instruction va finir, je suis à nouveau saisi par l'arrêt de renvoi. Là encore, il faut que j'arrive à organiser les audiences du tribunal criminel, des concerts avec le président du tribunal et des concerts avec le barreau des avocats. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la loi impose que chaque accusé doit avoir un conseil ou un avocat commis d'office par l'État de Côte d'Ivoire. Donc il y a une séance de travail à faire avec le barreau de Côte d'Ivoire qui doit pouvoir mettre à notre disposition des avocats qui vont assurer la défense de ces accusés. Et tout ça, c'est dans un délai prescrit. Donc, notre calendrier qui nous est imposé par le code de procédure pénale n'a absolument rien avec le calendrier des hommes politiques. Peut-être que c'est une coïncidence malheureuse et alors c'est une bonne occasion alors pour le procureur de la République effectivement d'envoyer un signal fort pour dire nous sommes fatigués de ces actions subversives. Donc, pour répondre, alors vous aviez dit, est-ce que c'était un signal fort? Non, la programmation n'est pas faite en fonction du calendrier électoral. La programmation, elle est faite en fonction des règles qui sont contenues dans le code des procédures pénales. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit de noter que le temps de la justice n'est pas le temps des politiques. En d'autres termes, le temps de la justice n'est pas celui des politiciens. Et nous, on ne rentre pas dans les considérations politiciennes. Il s'agit de faits criminels qui ont été instruits conformément aux règles contenues dans le code de procédure pénale. Au contraire, même, ça arrange le ministère public de pouvoir évacuer ces dossiers et s'occuper d'autres choses. À la suite de M. Venance, nous avons Madame Epiphanie, c'est ça, hein, Madame. Alerte Info. Vous demandez quelle garantie, existe-t-il des garanties? Est-ce qu'il y a eu des garanties pour assurer que cette affaire a été traitée dans le respect des principes de l'état de droit et d'équité judiciaire? Mais la réponse, vous la connaissez. Si vous avez suivi le procès du début jusqu'à la fin, plusieurs exceptions ont été soulevées par les avocats et le tribunal, tout comme le parquet, n'a fait aucune difficulté pour accéder à la demande des avocats. C'est ça, le respect des principes, le respect du contradictoire, le respect d'un procès équitable. Et ils ont demandé au départ que les copies que le procureur de la République a eu à mettre à leur disposition ne sont pas lisibles, ce qui n'était même pas d'ailleurs vrai. Mais nous avons senti ce qu'ils voulaient. Nous avions demandé au tribunal de faire droit à leur demande et le ministère public va sans délai mettre des copies lisibles à leur disposition. Ça a été fait, ils ont pris des copies lisibles comme déjà dans mon bureau. Et nous avons convenu pour dire que même si d'autres avocats venaient, on n'allait pas encore
faire des renvois parce que cet avocat-là va dire qu'il n'y a pas de copies, les copies ne sont pas lisibles. Selon les copies que nous avions, elles étaient lisibles, mais j'estime que c'était fait à dessein. Mais ces jours, si nous avions fait un passage en force, alors, madame, en ce moment, on pouvait dire qu'il n'y avait pas d'équité. Mais on a fait droit à cette demande. Lorsque nous étions en état, vous étiez également là. La sécurité du tribunal, les locaux du tribunal, le personnel, les biens, les bâtiments, vous-même qui êtes dans cette salle, votre sécurité est à la charge du procureur de la République. Et lorsque nous sommes allés à l'audience, je vais faire venir des éléments pour assurer la sécurité, surtout qu'il y avait aussi des personnalités qui étaient dans la salle, mais il y avait 2 de mes éléments de la police qui se trouvaient dans la salle. Ils ont estimé que ces éléments-là sont encagoulés et que ça empêche les avocats d'être inspirés et d'être concentrés pour pouvoir défendre leurs clients. Mais vous avez assisté à ce que j'ai fait. Dès qu'il a commencé à soulever cette exception, avant même qu'il ne termine, j'ai appelé le chef du dispositif pour mettre mes 2 éléments dehors, pour leur permettre d'être sereins. Et lorsque le président du tribunal m'a donné la parole afin que je puisse statuer sur cette exception qui a été soulevée, j'ai dit, monsieur le président, l'exception est sans objet parce que dans la salle, je ne vois pas un de mes éléments cagoulé. Mais durant tous ces procès, j'avais ce devoir républicain d'assurer la sécurité de tous ceux qui sont venus pour assister à ces procès. Madame, je suis en train de dire tout ça pour dire que tout ce qui a été soulevé comme exception pour permettre à mes contradicteurs d'être à l'aise, le tribunal a fait droit en accord avec le parquet. Au surplus, lorsque nous étions prêts, le jour où la cause a été renvoyée pour les réquisitions et plaidoiries, les avocats sont venus encore plaider pour dire qu'ils ne sont pas en état. Parce qu'à la veille, nous avions mené les débats jusqu'à minuit 27. Et nous avons suspendu l'audience pour être reprise le lendemain. Les avocats ont encore soulevé une tolérance de leur permettre une semaine afin qu'ils puissent aller organiser leur défense. Le ministère public que je représente, j'ai demandé au président de bien vouloir leur accorder 1 mois pour permettre à mes contradicteurs d'être prêts et affronter le parquet. Mais nous, on connaît nos dossiers. Ils n'ont pas lu le dossier à fond. C'est pour ça que pour les coincer, je prends des parties, des déclarations de leurs propres clients contenues dans le dossier, et puis on donne les tuer, et puis ils sont là. J'ai dit ce que je viens de lire là. Votre avocat qui était là s'appelait tant, quand l'avocat me met dans la salle. C'est ça, connaître son dossier. Mais si vous voyez que le ministère public a accepté de leur donner encore un délai, en accord avec le président du tribunal, de 1 mois pour leur permettre d'être prêts, c'est parce que nous avons voulu que tous les principes d'équité que vous avez évoqués soient respectés. Je ne voulais pas profiter de leur faiblesse ces jours. Pourtant, j'étais à l'audience ces jours jusqu'à 1h du matin, jusqu'à minuit 27. Mais le lendemain, j'aurais pu dire que je suis fatigué. Mais non, un parquetier, il est plus qu'un militaire. Il ne nous reste seulement qu'à apporter la tenue. Je suis au point. Et ce jour, j'étais prêt à prendre mes réquisitions, qui ont duré d'ailleurs 45 minutes. Alors, madame, je peux vous assurer que toutes les exceptions qui ont été soulevées par les avocats ont été satisfaites et le procès a été mené avec la sagesse du président. Et on vient de vous donner le verdict hier. Ils l'ont dit, et je vous l'ai répété, ils ne peuvent pas rentrer dans le fond. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est un procès politique.
Mais dire qu'il n'y a pas eu de garantie, non. Tout ce qu'ils ont soulevé, on a permis afin qu'ils soient prêts et nous avions donné les réponses nécessaires. Après, Madame Epiphanie. Simon, c'est ça? Non, Alassane. Monsieur. Hein? Stéphane. Ah oui. Monsieur Stéphane, excusez-moi. Monsieur Stéphane, le jour plus. Vous dites que le procureur, dans ses réquisitions, a eu à dire que les faits sont suffisamment graves. Que les faits sont graves. Et certains disent que, en ville, que certains disent que la poursuite, est-ce que cette poursuite n'est pas motivée par une autre réalité, hein, notamment celle de se venger de quelqu'un qui a déchiré les résultats, hein, de l'élection présidentielle de 2010 en direct à la télévision. Je dis, et je le répète, il faut que ça soit encore noté. Le procureur ne peut pas mener des actions pour dire qu'il va se venger. Le procureur n'est pas là pour dire qu'il va se venger de quelqu'un. Non. Non. Le procureur, non. Ces procès, et je l'ai dit de noter que le temps de la justice n'est pas le temps des politiciens. C'est clair et net. C'est une coïncidence peut-être malheureuse. Vous dites que nous sommes aujourd'hui à 9 mois des élections présidentielles. Mais j'ai expliqué tout à l'heure la procédure concernant des faits criminels. On ne peut pas juger des faits criminels comme des faits délictuels. Je l'ai dit. Alors, c'est venger? Non. Ce qu'il faut retenir ici, je l'ai dit et répété, M. Damanan Picasse n'a pas été poursuivi en raison de sa qualité d'homme politique. Non. Mais il a été poursuivi en raison des faits qui lui sont reprochés et qui sont d'une particulière gravité. Et ce sont des faits criminels. J'ai dit et répété que M. Damanan Picasse a été cité dans des dossiers d'action subversive, dans plusieurs autres dossiers d'action subversive. Je l'ai dit. Mais là-bas, il n'a pas été poursuivi parce qu'on n'avait pas d'éléments probants. Mais nous, ici, on a estimé qu'il y avait des éléments probants. C'est pour cela qu'il a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Sinon, il ne s'agit pas de se venger. L'acte qu'il a posé, ça ne concerne pas le procureur. Le procureur n'est pas politique. Le procureur poursuit des faits. Et lui-même, il a eu l'occasion de s'exprimer sur ces faits. Pas parce qu'il est un homme politique, non. Il faut que ce soit noté une fois pour de bon. Et en plus, la qualité d'homme politique ne constitue pas une immunité. Il faut que ce soit clair et pour tous les hommes politiques. Pour tous les hommes politiques. Non. Si vous commettez des faits susceptibles d'être poursuivis sur la base du code pénal, alors nous allons donner la réponse judiciaire qu'il faut pour les faits commis. Donc, à ce niveau-là, il ne s'agit pas... Bon, les réseaux sociaux, vous pouvez... On ne peut pas empêcher quelqu'un qui vient de se réveiller ce matin, même si c'est grosse, il se filme et met sur les réseaux sociaux. Bon, c'est facile pour certains de prendre le raccourci pour dire non, 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 le procureur est à la recherche des éléments pour pouvoir se venger. Non, c'est trop faire à faire, c'est petit. C'est petit. Est-ce que vous savez d'autres dossiers que nous avions? Mais non. Je suis, tant que la sécurité de l'État est menacée, alors je vais réagir avec la dernière énergie et de façon efficace. Ici, M. Damanan Picasse n'a pas été poursuivi en raison de sa qualité d'homme politique. Il ne s'agit pas d'une action d'évasion. C'est ceux qui n'ont pas pu lire tout le dossier, c'est le raccourci qu'ils trouvent pour dire sur les réseaux sociaux
et ils leur font un micro à un avocat ou à un responsable politique, naturellement c'est ce qu'il dira. Mais non, nous sommes dans un dossier criminel. S'il vous plaît, souvent si vous avez du temps, ce n'est pas cher, payez le cours de procédure pénale et vous allez voir les délais qui sont imposés au juge d'instruction pour pouvoir clôturer une procédure criminelle et les délais qui sont imposés à la chambre d'instruction pour pouvoir clôturer et les délais qui sont imposés au procureur de la République pour enrôler le dossier devant le tribunal criminel, sans oublier les différents renvois que les avocats vont demander. Ça peut s'étaler comme ça sur un an. Voilà, on a eu la chance même que nous avons tout mis à leur disposition, ils n'avaient plus d'arguments. Tout était prêt, comme je l'ai dit tout à l'heure. On dit prenez-vous, le procureur va prendre ses réquisitions, prenez et vous allez plaider, il dit non, on n'est pas prêt. Tenez-vous bien, le jour même où nous avons pris nos réquisitions, ils avaient encore demandé un renvoi parce qu'il y a eu des avocats qui étaient absents. Mais ce n'est pas une cause de renvoi. Mais le parquet, dans un souci de leur permettre d'être à l'aise vis-à-vis de moi, et ils savent qui est en face d'eux, ils le savent, et on se fréquente, ça fait plus de 25 ans, on se connaît. J'ai demandé au président de ne pas renvoyer, mais de leur accorder 2 heures de temps pour qu'ils aillent encore harmoniser leur manière, leur stratégie de la défense. Et ils ont accepté ça. Tout ça pour montrer que le procureur est prêt et il connaît son dossier. Mais c'était eux qui étaient en difficulté. Voilà. Donc vraiment, M. Stéphanie, il ne s'agit pas véritablement pour nous de poser un acte de vengeance. M. Stéphane, excusez-moi. Je plus Stéphane, excusez-moi. Il ne s'agit pas d'un acte. Non, ça, c'est ceux qui sont dans les Grecs qui peuvent dire ça. Sinon, vous, journalistes que nous respectons, qui avez suivi le procès, vous savez qu'il ne s'agit pas d'un acte de vengeance. Vous, journalistes qui connaissez le code pénal et le code de procédure pénale, vous savez les différents délais qui sont imposés aux magistrats pour pouvoir terminer une telle enquête. Alors, M. Simon AIP. Simon, laissez-nous. AIP. Le dossier de la désobéissance civile, s'il existe, bon, quelle est l'opportunité de cette poursuite quand on sait que nous sommes à 8 mois? Bon, je crois avoir répondu. Hein. Voilà, je l'ai répondu. J'ai dit que notre temps n'est pas celui des politiciens et que ce qui nous intéresse, vraiment, nous sommes en dehors de ces politiques-là. Ce qui nous intéresse véritablement, c'est de poursuivre les faits qui sont soumis de poursuivre les faits qui... Oui. Oui. Est-ce qu'on doit s'attendre à l'arrestation, à l'interpellation de d'autres personnalités comme la finissant et quand est-ce que celui-ci sera... Voilà. Concernant le dossier de la désobéissance civile, vous avez cité le nom d'une personnalité. Vous avez dit M. Afin Dessin, effectivement, ils sont sous contrôle judiciaire, tout le monde le sait. Voilà. Mais le dossier n'est pas encore clôturé. Un dossier qui n'est pas encore clôturé, il est prématuré pour le procureur de donner déjà son avis. Je vais vous inviter bientôt, lorsque nous allons clôturer ce dossier, vous serez là aussi du début jusqu'à la fin. Sinon, le dossier existe bel et bien. Monsieur Alassane, Soir Info, le parquet observe et agira. Avez-vous la peine qui a été prononcée? Est-ce que c'est pour faire taire certains opposants? Non. Nous, on ne pose pas, le procureur ne pose pas ses actes en tenant compte de l'homme politique. Là encore, je reviens toujours sur ma fameuse phrase. Notre temps n'est pas celui des politiciens. Nous, on ne rentre pas dans les considérations politiciennes. Mais en même temps, nous profitons de ce dossier effectivement pour lancer un signal fort à tous ceux qui ont toujours des velléités de vouloir comploter contre l'autorité de l'État. Voilà. Ça, c'est le ministère public qui le dit. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux informé que le procureur de la République. C'est le directeur de toutes les enquêtes.
les différents services de renseignement. Alors, donc c'est clair qu'on puisse dire que nous agirons si d'aventure on a des éléments combat contre certaines personnes qui vont tenter de chercher à créer le chaos. Voilà. Donc, pour nous, c'est un avertissement aussi. Le hasard du calendrier me permet alors de lancer cet avertissement, ces signaux forts à l'endroit de tous ceux qui sont dans cette dynamique et qui sont toujours dans ce schéma du refus des résultats sortis des urnes en 2010. Non. Donc c'est un signal fort. J'ai dit que nous sommes prêts. Donc il faut que ce soit clair. Je pense qu'on a dit l'essentiel, on ne va pas se répéter. Monsieur le procureur, je pense que vous avez fini avec la dernière question de cette série. Nous allons prendre une toute dernière série de questions. De grâce, les personnes qui ont déjà posé des questions, laissez l'occasion à celles qui n'ont pas posé. Jérôme, je te regarde et je dis ça. Laisse les personnes qui n'ont pas encore posé des questions poser leurs questions pour qu'on aille un peu plus vite. J'imagine que vous voulez aller écrire vos papiers sur le sujet. Donc, Jérôme, on va prendre les personnes qui n'ont pas encore posé de questions. Il y a combien de personnes déjà? Comme ça, on ne va pas aller... Combien de personnes? 3 personnes. Une question chacune, s'il vous plaît, pour qu'on puisse libérer monsieur le procureur qui a d'autres dossiers à gérer. S'il vous plaît. Merci. Bonjour monsieur le procureur. Oui. Bonjour monsieur le procureur, je suis Alain Aka, journaliste à Jeune Afrique. Alain Aka. C'est ça. Si j'ai bien suivi votre réquisition, le mercredi 5 février, vous avez dit que Damana Picasse était le financier des exécutants. Et M. Picasse lui-même était actionné financièrement par un groupuscule de personnes que vous avez nommé, vous avez qualifié de pourvoyeurs de fonds. Parmi ces personnalités, vous l'avez redit tout à l'heure, il y a M. Justin Katina, le ministre Monet et le révérend Dion Yaye Robert. Ma question c'est pourquoi ces personnalités-là, pour des faits aussi graves, n'ont pas été appelés à la barre au même titre que M. Damana Picasse, parce que si on veut voir, lui c'était un petit bonnet par rapport à ces personnalités. C'était ma question. Le ministre Katina et puis qui? Le ministre Monet et le révérend Dion Yaye Robert. Ok. Deuxième question. Oui. Bonjour, monsieur le procureur. Oui. Je suis Faustin Yao du journal Notre Voix. Oui. Alors, ma question s'appuie sur 2 déclarations que j'ai entendues ce matin. D'accord. Je les reprends. Chaque fois que la sécurité de l'État de Côte d'Ivoire sera menacée, nous agirons avec vigueur. Et la deuxième déclaration, c'est « Nous sommes prêts ». Alors, sur la base de ces déclarations, je voudrais rappeler que dans ce pays, on a eu des faits qui, à mon avis, sont attentatoires à la sécurité de l'État. Je voudrais rappeler qu'il y a eu cette affaire qu'on a appelée le bac à verre. Pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on a assisté donc à la décapitation d'un individu.
Et alors que le corps était encore gisant, on a vu d'autres personnes jouer au ballon avec le crâne. Le deuxième fait que je voulais rappeler, c'est qu'un individu sur les réseaux sociaux a menacé la communauté chrétienne catholique qui s'apprêtait à marcher en ces termes. Vous les catholiques, vous et votre Jésus, on va verser votre sang et il n'y aura rien. Je ne suis pas juriste, je l'avoue, je reconnais mon illégitimité sur la question, mais à mon avis, ces faits-là peuvent amener des troubles à l'ordre public. J'imagine que ces faits, puisque vous l'avez dit, il n'y a pas quelqu'un qui est plus informé que le procureur de la République, ils ont certainement été reportés à votre connaissance. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous en saisissiez? Si c'est déjà fait, est-ce qu'on peut avoir la date à laquelle ces procès sont éventuellement programmés? Je vous remercie. Oui. Bonjour Monsieur le procureur. Oui. Je suis Fabrice Tété du quotidien Le Temps. Vous êtes quoi? Fabrice Tété du quotidien Le Temps. Oui. Monsieur le procureur, une certaine partie de l'opinion pense que vous êtes le bras séculier du pouvoir pour museler l'opposition, puisque c'est vous qui avez condamné en son temps Mangwa Jacques, Fouye Mangwa Jacques. Aujourd'hui, c'est vous encore qui êtes à la base de la condamnation de Justin, Picasso et Ipoulaki. Qu'est-ce que vous répondez à cette partie de l'opinion? Merci. Oui, ce sont les trois questions. Ok. Voilà, donc je crois que c'est très simple. Hein. On va aller un peu plus vite. Je vais commencer par la dernière question de M. Fabrice, qui dit qu'il y a une certaine opinion qui estime que je suis le bras séculier du pouvoir. Et ça me fait sourire. Voilà, je suis le bras séculier du pouvoir parce qu'en son temps, il semble que j'ai représenté le ministère public près du tribunal de première instance de Boaké lorsque M. Mangwa Jacques était en conflit avec la loi, dans une procédure. Et il se trouve qu'aujourd'hui, M. Damana, Aïda Picasse, M. Justin et autres, voilà, sont jugés au moment où encore je suis là. Mais c'est une coïncidence de calendrier, là vous le savez. Voilà, j'ai été procureur de la République près du tribunal de première instance de Boaké pendant 6 années. J'y étais. Les faits poursuivis contre M. Mangwa Jacques et à son âme ont été commis au moment où j'étais là. Bon, nous avons joué notre partition en tant que représentant du ministère public. Écoutez, il y a le premier degré, il y a le second degré, il y a la Cour de cassation. Donc, dire que je suis bras séculier, non, pas du tout. C'est un hasard de calendrier. Aujourd'hui, vous voyez, quand j'ai quitté Boaké, mon premier poste à Abidjan n'est pas le poste de procureur de la République d'Abidjan. Et j'étais d'abord le procureur de la République près du pôle pénal économique et financier. J'ai été le premier procureur de la République là-bas. Et avant de me retrouver ici, par la volonté d'Allah et de ma hiérarchie. Donc, c'est vraiment un calendrier, un hasard de calendrier. Je ne suis pas un bras séculier, un procureur de la République. Voilà, il ne fait que faire son travail conformément aux règles du code de procédure pénale. Vous le savez, c'est des dossiers même que j'ai pris en cours, mais que nous les maîtrisons et nous les connaissons. Et nous sommes fiers d'avoir conduit ce procès jusqu'à son terme. Alors, pour être clair, je ne suis pas bras séculier, je ne suis qu'un procureur de la République. Voilà. Alors,
tout à l'heure, le frère Faustin Yao, notre voix, dit que le procureur de la République a dit que nous sommes prêts chaque fois que la sécurité du pays sera menacée, nous serons là pour pouvoir faire appliquer la loi. Il dit qu'il y a eu des procédures pendant, je crois, la désobéissance civile ou bien quoi, où il y a eu le cas du Bacabert, c'est ce qu'il dit. Alors, et puis il y a eu des décapitations d'un jeune homme à Daouko, et puis il y a eu des menaces qui ont été proférées contre la communauté catholique. Voilà, et ce sont des faits qui peuvent troubler l'ordre public. Alors, s'il y a eu des poursuites, ils souhaitent avoir la date et quand. Voilà, mais je voudrais dire en toute sincérité et porter à vos connaissances que le 24 décembre 2024, les faits qui ont eu lieu à Daouko où il y a eu des décapitations, ces faits ont été jugés en bonne et due forme. Une décision a été rendue, les coupables ont été déclarés, ont été condamnés. Les accusés qui ont été reconnus coupables par le tribunal criminel ont été jugés. Certainement la presse n'a pas fait attention. Ils ont été condamnés en bonne et due forme le 24. 10 années d'emprisonnement ferme le 24 décembre 2024. Donc c'est des faits qui ont été jugés, mais je n'ai jamais vu un dossier concernant le Bacabert. Même si je veux, voilà, je n'ai jamais vu un dossier concernant le Bacabert. Voilà. C'est des choses que j'ai vues toujours dans la presse et sur les réseaux sociaux. Les menaces concernant la communauté catholique, je vais regarder si vraiment il y a un dossier concernant cette affaire de ces menaces-là. Mais je dis et je rassure que le procureur de la République est là pour faire appliquer la loi et est là pour défendre l'intérêt de la société. Alors donc s'il y a des dossiers concernant cette menace concernant la communauté catholique, vous serez informés de la date si d'aventure il doit avoir un procès. Voilà. Sinon, concernant ce qui s'est passé à Daouko, ça vient faire l'objet d'un jugement. Voilà, de M. Alain Aka, Jeune Afrique. Vous dites que dans le dossier, il est dit clairement que M. Damana Picasse est le financier et qu'il était certaines personnalités, notamment M. Katina, M. Monet et le révérend John Robert. C'est ce que j'ai dit. Vous dites maintenant pourquoi ces personnalités n'ont pas été appelées à la barre. J'ai dit qu'il s'agit d'un dossier fouillé. Si on avait eu des éléments probants à l'encontre de M. Katina Kone, on n'aurait même pas hésité un instant. Parce que c'est des déclarations, mais des déclarations, il faut faire les différentes vérifications. Ces déclarations sont un peu différentes sont différentes de celles qui concernent M. Damana Picasse entre lui et Élie Jean-Claude. Voilà. Donc, si nous n'avons pas la preuve de la traçabilité des transferts de fonds, il ne s'agit pas quand même d'inquiéter les uns et les autres. Mon parquet ne veut pas tomber dans l'arbitraire. Mon parquet ne veut pas tomber dans l'arbitraire. Tant que nous ne sommes pas convaincus, nous ne vous impliquons pas dans notre procédure. S'ils n'ont pas été appelés à la barre pour venir témoigner, ou bien ils n'ont pas été poursuivis, tout simplement c'est parce que le parquet n'a pas pu obtenir avec les juges d'instruction des éléments probants et ce qui a été dit les concernant. Mais concernant Damana Picasse, nous avons eu suffisamment d'éléments. Et je l'ai dit, en dehors de ce dossier, il a été cité dans d'autres dossiers, mais seulement on n'avait pas eu d'éléments comme les éléments fournis cette fois-ci. C'est la raison pour laquelle ces personnalités-là n'ont pas été convoquées par le ministère public.